Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre première vidéo longue sur notre chaîne YouTube. Vous étiez habitués à des questions courtes, rapides. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Mathieu, mon associé. On est associé depuis 8 ans à Paris dans une étude de notaire qu'on a créée. Et on a pas mal de questions qui nous arrivent sur les réseaux sociaux depuis un an qu'on fait nos vidéos. Alors on se propose aujourd'hui de prendre un peu le temps et de vous répondre d'un coup à pas mal de questions. Mathieu me posera les questions que vous nous avez posées au fur et à mesure ces derniers mois. Première question qui est récurrente et qui revient régulièrement donc, parmi les questions qu'on a eues, pourquoi les notaires prennent-ils autant de temps pour finaliser une vente? Alors une vente, ça peut être 1 mois comme ça peut être 6 mois, mais le délai global général, c'est plutôt 3 mois en général. 3 mois parce que 90% des clients acquéreurs, ils achètent évidemment avec un prêt, et donc on est tenu par les délais de prêt. Alors il y a plein d'autres délais, il y a plein d'autres intervenants, mais l'idée générale, pour les 3 mois, c'est plutôt le temps d'obtention du financement. D'accord, mais alors pourquoi les gens considèrent qu'on prend toujours beaucoup de temps pour passer une vente? Alors toujours beaucoup de temps, ça sent un peu le reproche, mais en gros l'idée c'est qu'on est habitué maintenant à tout très vite, hein, avec les réseaux sociaux justement, internet, tout, mais ça reste finalement des actes très importants, c'est du juridique, on n'achète pas une baguette de pain, on a plein d'intervenants, plein d'interlocuteurs, et c'est très engageant, ne serait-ce que le compromis, la promesse de vente qu'on va signer au tout début du dossier. Donc tout ça, ça prend du temps. Hein, la précipitation est jamais bonne conseillère, je pense que tu es OK. Voilà, donc le temps qu'on échange avec l'agent immobilier qui a ouvert la porte et qui a trouvé un acquéreur, qui a fait la négo, le temps de contacter le notaire du vendeur si on est notaire acquéreur, il y a toujours 2 notaires dans 90% des cas. Voilà, c'est de l'humain, c'est de prise de contact entre parties. Notre client, il nous fait part de ses appréhensions, de ses sujets, il y a des points particuliers de vigilance à avoir qui ne sont pas les mêmes forcément d'un client à un autre. Et tout ça, ça demande de l'adaptation à chaque client et forcément, ça ne peut pas être immédiat. Et ça ne peut pas être immédiat aussi parce qu'on n'a jamais un seul dossier au même moment, on traite plein de gens au même moment, plein de clients au mieux possible on a des contraintes de temps, des contraintes financières aussi, ce qui fait que rien ne peut être d'un claquement de doigts évidemment. Très bien. Concernant les frais de notaire, le nerf de la guerre, est-ce que les sujets ce qu'on qui appelle fâchent. frais de notaire, ça va directement dans la poche du notaire ou est-ce qu'il y a une répartition, une division qui se fait avec un tiers? Ça, t'es d'accord, c'est une question qui nous vexe tout le temps quand même. Qui nous vexe tout le temps. Parce que la plupart des gens pensent que les honoraires, ou les émoluments, enfin en tout cas ce qu'on verse chez le notaire, la provision au départ, et à la fin du dossier d'ailleurs aussi, c'est que pour nous. En gros, si c'était que pour nous, on est d'accord, on aurait travaillé 2 ans. On aurait déjà fini. On aurait déjà fini de travailler. Ou alors on aurait pris au goût de ce métier et on serait resté pour gagner plein d'argent. Tout ça, c'est tarifé par la loi, évidemment. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas à la tête du client. Et en général, il faut compter 7 à 8% de frais pour une acquisition. En gros, sur ça, il y a 6% de taxes d'enregistrement pour la commune, pour le département. Donc c'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Et il y a une petite différence qui représente à peu près 0,8 qui est pour les notaires. Et je dis bien les notaires. Ça veut dire que quand on est 2 notaires sur le dossier, un vendeur et un notaire pour l'acquéreur, on va partager ça. Donc c'est même pas 0,8 pour le notaire, c'est plutôt 0,4. Donc ça paraît beaucoup quand on est un particulier, mais rapporté au prix de vente et le temps, les dizaines, voire centaines d'échanges mails avec toutes les parties, agences, syndics, vendeurs, notaires d'en face, c'est pas si cher payé au final. Et donc du coup, c'est pas tout dans la poche du notaire. Et derrière le notaire que vous voyez en rendez-vous qui va signer votre acte, enfin, qui va signer l'acte de des clients, au final, il y a aussi une équipe à payer, à rémunérer, la collaboratrice ou le collaborateur clerc de notaire qui prépare le dossier en amont avec le notaire. Donc donc pour une rémunération finalement de 0,8 divisé par 2 quand on est 2 notaires, 0,4, plus l'équipe derrière, c'est au final un droit qui est hyper accessible pour les clients, qui n'est pas si cher si on compare avec les systèmes anglo-saxons, donc à l'étranger, où les frais d'acquisition sont bien plus élevés et d'ailleurs moins sécurisés, parce qu'il n'y a pas de monopole comme chez nous, avec une profession qui ne fait que ça. Très bien, donc je comprends de tes explications que la répartition des frais, donc ce qui est un seul ou 2 notaires, finalement seront les mêmes. Mais c'est le même coût. C'est le même coût. C'est le même coût. En fait, la loi, elle est quand même plutôt bien faite pour les acquéreurs. C'est un système incroyable, en fait, on s'en rend même plus compte. C'est que vous preniez votre conseil ou que vous preniez le même notaire que la partie d'en face, finalement, c'est le même coût. Donc, normalement, dans une vie normale, en tout cas dans la plupart des pays du monde, si je prends mon conseil juridique, alors qu'il y en a déjà un autre, je vais le payer en plus. Et la réglementation française est fait que s'il y a 2 notaires, c'est le même tarif pour l'acquéreur, parce que c'est toujours l'acquéreur qui paye la transaction à l'achat,
c'est le même tarif, c'est incroyable. Chacun a son conseil au final, le notaire du vendeur, le notaire de l'acquéreur. Donc tu recommandes de prendre toujours son notaire dans l'opération? Alors ça dépend en fait, il y a des dossiers extrêmement simples où il n'y a pas de difficulté, mais après c'est vrai que finalement avant chaque début de dossier on ne sait pas forcément s'il va y en avoir. Mais bon, en tout cas des clients qu'on connaît déjà, des biens qu'on a déjà vendus à l'étude sur une autre transaction, je pense qu'avoir un deuxième notaire c'est pas forcément efficient, mais quand on ne sait pas quelle va être la difficulté dans le dossier, finalement why not, hein, chacun prend son notaire. En tout cas à Paris, la pratique parisienne maintenant c'est qu'on est quasiment tout le temps à 2 notaires. C'est très rare qu'on soit qu'un seul notaire. En gros, moi je le conseille, s'il n'y a pas de sujet sur le bien, allez, prenez votre seul notaire, il n'y a pas de problème, ça ira peut-être un peu plus vite, mais ça va se jouer en jour, c'est pas très grave. Et si ça peut être un sujet conflictuel, un dossier avec un peu de problème, chacun prend son notaire. Quel conseil proposes-tu pour choisir son notaire? Le feeling, évidemment. Les compétences juridiques, on est censé avoir tous les mêmes quand même, on sort tous de la même école, enfin plusieurs endroits en France, mais c'est tous vraiment le même cursus, la même école de notaire. Donc on a la même culture, en plus des connaissances juridiques, tout ce qu'on nous a inculqué à l'école des notaires. Donc normalement, la compétence est censée être la même d'un notaire à un autre. On est censé être interchangeable. Après, ce qui n'est pas interchangeable, finalement, c'est les personnalités, hein, comme tout professionnel. J'aurais envie de bosser avec tel juriste, tel avocat, tel huissier, parce que je le connais. Un client, c'est pareil, finalement. C'est quel feeling j'ai avec mon notaire, au-delà de ses compétences juridiques. Ok, très bien. Nouvelle question récurrente. La numérisation et l'IA donc évoluant de jour en jour, pourquoi est-il encore nécessaire de passer par un notaire? Alors pourquoi encore nécessaire? J'espère qu'on va exister encore longtemps. En tout cas, à l'avenir, j'en sais rien, mais aujourd'hui, finalement, l'IA, elle n'est pas encore assez performante. Quand on pose des questions à ChatGPT ou quoi, on voit bien qu'il a envie de me faire plaisir, ChatGPT, il va me répondre un truc avec les données qu'il va trouver, mais ce n'est pas forcément bon juridiquement. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on constate. Hein. On s'amuse à faire des réponses des fois à des clients quand on n'a pas trop le temps. Donc évidemment, on n'en voit pas tant que c'est pas sûr. Mais en gros, l'IA, la ChatGPT, ne nous propose pas des trucs incroyables. Donc on a encore quelques mois ou quelques années à venir, j'espère. Donc l'avenir, j'en sais rien, mais ce qui nous sauvera, en fait, c'est... sans doute que l'IA va être incroyable, un de ces quatre, et que ça déroulera juridiquement des trames d'actes hyper facilement. Mais finalement, l'interface, c'est une chose, mais la personne au bout, c'est un client qui a besoin d'explications. Même si ChatGPT va lui faire un résumé d'une page avec les points importants, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un contact humain où on vous dit attention, warning, c'est quoi vos alertes à vous, comment rassurer un client en fonction de lui. Et vous avez, à mon avis, les clients, ils vous ont besoin encore d'un contact humain. Et d'ailleurs, je sais pas, les ventes qu'on passe où on n'a que des procurations, où on n'a que des gens en visio, ça fonctionne moins pour l'instant que les vrais rendez-vous où tout le monde vient autour de cette table. Là, on est dans notre salle de signature. Quand tu es en visio, clairement, les difficultés, elles se traitent moins facilement quand même. Alors quand le client il est là, physiquement, avec l'autre partie en face, moi je trouve que ça se dénoue beaucoup plus facilement, rapidement. Donc déjà à notre niveau actuel, je trouve que on a besoin de nous, donc je pense qu'à l'avenir, même avec une super IA qui déroulera les choses vachement facilement, je pense qu'on aura encore besoin de nous. Mais bon, c'est que mon avis, je suis pas Elon Musk, je suis pas Bill Gates, mais voilà. Très bien, merci de ces précisions. Une nouvelle question, est-ce qu'un notaire est dans un dossier pour défendre son client comme un avocat, ou est-ce qu'il faut bien distinguer la profession de notaire et la profession d'avocat? Alors c'est deux professions différentes justement, donc on a quand même deux rôles très différents. Pour moi, je pense que pareil pour toi, en fait, notre mission et ce qu'on nous a appris à l'école des notaires, c'est que on est officier public, officier ministériel, c'est-à-dire qu'on est là pour faire des contrats, des actes propres, hein, entre guillemets, pour l'expression, pour tous les clients, toutes les parties. Donc quand je suis notaire de tout le monde, je ne sais pas, une succession, je représente tous les héritiers, une vente, on va être seul notaire, ça arrive de temps en temps encore. On est là pour l'équité de l'acte entre le vendeur et l'acquéreur. Donc ça, c'est quand même la base de notre profession. Et c'est notre prestation de serment quand on prête serment au début, d'ailleurs. Donc non, on n'est pas avocat. Mais par contre, parfois, quand les dossiers commencent à être un peu tendus, ça peut être utile qu'un autre confrère intervienne à ce moment-là, même en plein milieu de dossier, parce qu'on peut être un peu entre deux chaises finalement dans certains cas. Dans certains cas, pas tous, heureusement, tout n'est pas litigieux et source de conflit. Mais non, notre rôle, c'est justement, on n'est pas avocat, on est là pour un acte régulier pour toutes les parties. Alors là, j'ai une nouvelle question qui est assez intéressante, qui touche le côté humain. Est-ce qu'un notaire qui est un homme de loi peut se tromper, faire des erreurs dans un acte? Quelles sont les conséquences? Alors, forcément, oui. L'erreur est humaine, donc forcément, on peut être amené à faire des erreurs. Alors,
On essaie de pas en faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un rythme qui n'est pas forcément le rythme de la société ou ce qu'attendent les gens. Les gens qui attendent toujours des réponses immédiates, le temps juridique, c'est pas du tout le même temps que le temps du quotidien quand tu vas acheter ta baguette de pain. C'est pour éviter ces erreurs justement, parce qu'on est responsable de chaque acte. Chaque acte qui va être signé à l'étude par un notaire, forcément, on est responsable de sa signature derrière. Donc des fois, c'est vrai que les clients, dans certains cas, peuvent être très mécontents parce qu'on va reporter un rendez-vous dernière minute, parce qu'on a eu une pièce d'un confrère ou d'une autre partie dernière minute, et ça peut engendrer un sujet juridique. Donc maintenant, on veut tout de suite, évidemment, mais justement, pour éviter ces erreurs et puis éviter nous que notre responsabilité soit engagée, parce que c'est nous qui sommes responsables, on prend le temps pour les choses. La loi, c'est des milliers de lois chaque année. Alors pour nos matières, vente, succession, droit patrimonial, c'est quelques centaines toutes les années. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà. Et donc l'erreur est humaine et on évite tant que faire se peut. On est hyper formé quand même. On a une formation continue obligatoire tous les ans. De je ne sais plus combien de jours, je crois que c'est 4 jours au moins de formation pour chaque notaire, en plus des collaborateurs. Donc voilà, on essaie de ne pas faire d'erreur, mais un jour ça peut arriver, et à ce moment-là on prend nos responsabilités. Mais bon, l'IA fait encore plus d'erreurs que nous pour l'instant, donc finalement c'est pas si mal. Très bien, et quelles conséquences financières si l'erreur est avérée ? Il peut y avoir des erreurs qui n'ont aucune conséquence financière, donc ça pour le coup, s'il n'y a pas un préjudice, il n'y a pas de sujet de responsabilité, c'est tout. Il peut y avoir des petites coquilles, des petites erreurs, et ce qui est grave, du coup au pire, on a toujours des assurances, mais bon, les assurances elles n'aiment pas, nos cotisations on n'a pas envie d'en payer plus davantage, donc on veut faire un boulot nickel d'emblée, et le but c'est pas d'avoir le garde-fou de l'assurance derrière. Oui, c'est important de rappeler qu'il existe une caisse de garantie pour justement sécuriser toutes Exactement. les opérations et qui seraient faites avec une erreur dans le cadre de la profession. Ouais, et une sacrée caisse de garantie. Je crois qu'on la profession de notaire, pour une profession libérale en Europe, on a la première caisse de garantie d'Europe. Alors bon, le but c'est pas de l'actionner, mais en tout cas la profession est tellement organisée qu'on a une très bonne caisse de garantie pour assurer ce monopole qu'on a, où les clients sont obligés de venir chez nous, et nous on est obligés de tenir des bons actes qui tiennent la route pour eux. Très bien. Nouvelle question dans le cadre de ta matière, donc le droit de la famille. Pourquoi faut-il un notaire dans le cadre d'une donation ou d'un testament ? Alors un testament, il peut quand même être fait par quelqu'un tout seul à la maison et laissé dans son tiroir. Mais bon, faire un testament tout seul dans un tiroir, il faut qu'on le retrouve. Et si on le retrouve, il peut être mal rédigé. Donc c'est mieux d'aller voir de votre vivant, votre notaire, le rédiger avec lui, ou en tout cas demander une aide et le déposer chez le notaire, on le retrouvera. Et les donations, par contre, ça c'est des actes où on a un monopole, comme les ventes, un monopole de conseil, un monopole de régularisation des actes avec les clients. Donc bien organiser votre succession, même si vous lisez des revues patrimoniales et que vous vous informez très bien, votre notaire il saura s'adapter à vous en rendez-vous, à vous écouter, voir votre patrimoine, écouter l'histoire de votre famille. Il y a plein d'impacts à l'histoire des gens, les relations familiales qui peuvent nous influencer pour conseiller les clients au mieux. Donc donation, c'est un passage obligé chez le notaire, mais vous avez un vrai conseil derrière. Enfin, les clients ont un vrai conseil, je pense. Et concernant la succession, le passage chez le notaire est-il obligatoire ? Et si oui, quel avantage ou quel inconvénient ? Alors, pour les toutes petites successions, même s'il n'y a pas de petite succession, évidemment, tout le monde est important et chaque famille doit être bien traitée, mais les toutes petites successions, type où il y a 5 000 € à la banque, certaines banques, comme la Banque Postale par exemple, débloquent directement sur présentation du livret de famille. Donc ces familles-là ne vont pas forcément aller voir un notaire. Après, au-delà, en gros, de 5 000 €, les banques vont vous demander un acte notarié, pour donc justement laisser la responsabilité au notaire de confirmer qui sont les héritiers. Et là, on parle d'argent, c'est une histoire de sous, forcément. Et là, c'est sérieux. Les banques, elles veulent pas délivrer 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million d'euros en se tapant dans la main juste avec une photocopie de livret de famille. Donc là, ils veulent que le notaire établisse, se mouille, prenne la responsabilité de dire qui sont les héritiers. Et c'est là donc la deuxième partie pour les clients. Donc après la banque, il faut aller voir le notaire qui va dire qui sont les héritiers sur les éléments fournis par les héritiers. Donc le livret de famille, les pièces d'état civil, les divorces, les jugements. Voilà, on va compiler tout ça, on signe l'acte. Et c'est sérieux finalement, du coup, on a besoin d'un notaire pour ça parce que, encore une fois, si on y va juste avec un livret et qu'on oublie de dire qu'il y avait eu 2 autres familles hors mariage
qu'on rate 4 enfants, voilà, c'est-à-dire que vous liquidez mal une succession. Donc notre rôle là, il est hyper important. Sur ces questions-là, finalement, où vous avez besoin d'un notaire pour régler la succession, même si c'est pour juste diviser un compte bancaire à la banque, on a un vrai rôle social, finalement, d'ordre public, de confirmer qu'il n'y a bien que 3 héritiers, qu'il n'y en a pas 5, qu'on rate personne, parce que c'est-à-dire qu'on léserait d'autres parties. Donc ça, c'est toujours le même principe, hein. On fait ça donc dans l'intérêt des clients, évidemment, de ne rater personne. Donc ça peut prendre un peu plus de temps que ce que voudraient les gens. Ils pensent que c'est des actes extrêmement simples à faire, dire juste qu'il y a 2 ou 3 héritiers, mais en réalité, il y a beaucoup de conséquences derrière. Mais alors, comment ça se passe lorsque les héritiers ne sont pas identifiés? Alors, dès qu'on a un doute, parce que par exemple on sait qu'il y a eu un mariage, on le voit sur les actes de naissance avec une mention de mariage et qu'il nous manque le livret de famille ou le jugement de divorce ou des éléments sur cette première partie de la vie du défunt, si les héritiers ne sont pas en capacité de nous donner ces informations-là, on fera appel à une autre profession dont le métier est de chercher les héritiers dès qu'on a une suspicion d'autres héritiers potentiels. Et à ce moment-là, le généalogiste est saisi. Ça peut prendre plusieurs mois. Il va nous dire bon, les 2 héritiers que vous avez devant vous, c'est bien les seuls. Ou au contraire, le papa qui était marin-pêcheur et qui changeait de port tous les mois, finalement, il en a 4 autres. Alors, c'est voilà. Et avec les bases de données. Ça peut être fait en France ou à l'étranger? C'est en France et à l'étranger, oui, bien sûr. Et c'est souvent plutôt à l'étranger. Un généalogiste, il a des antennes partout, des correspondants dans tous les pays. Ils vont faire les recherches nécessaires pour vérifier que monsieur un tel, voilà, c'est par témoignage, en consultant les fichiers d'état civil locaux dans les pays étrangers. C'est des fichiers auxquels nous, notaires français, on n'a pas accès. Donc forcément, on est obligé de faire appel à un autre professionnel. Et quels sont les frais de cette profession? Alors le généalogiste, ça va être très différent en fonction de la mission, au final. Si on lui demande juste de confirmer qu'il y en a que 2 et qu'a priori il n'y a pas trop de risques, mais c'est juste par sécurité, ça va être un coût, je sais pas moi, d'à peu près 2 000 €. Ça peut varier en fonction des généalogistes. Et si c'est si c'est un pays avec lequel il y a pas mal de liens, ça va être assez peu coûteux. Si par contre on n'a vraiment aucune info et qu'il y a des héritiers à découvrir, là ça sera un contrat de révélation qui sera signé avec l'héritier découvert. On lui dira bon t'as un oncle en France par exemple ou une grande tante dont tu es héritier ou héritière. Voilà. Donc le contrat de révélation, en gros, le généalogiste, lui, va prendre un pourcentage sur la part que cet héritier va toucher dans la succession de son aïeul. Enfin, de son oncle, tante, ou frère ou sœur, ou peu importe le lien de parenté. Très bien. On arrive maintenant à notre dernière question, pas des moindres, puisque finalement, au vu de tout ce que tu nous as raconté depuis le début de l'entretien, on se rend compte que les notaires travaillent beaucoup. Alors pourquoi est-ce que les clients considèrent que les notaires sont débordés? Alors, débordé, je sais pas, parce que peut-être que de l'extérieur, on semble débordé, mais en fait, c'est pas qu'on est débordé, c'est qu'on est très occupé et on est plutôt, au contraire, très organisé. En fait, il faut se mettre à notre place pour les clients, finalement. Nous, nos journées, on arrive le matin au boulot, on arrive à l'étude, à l'office notarial, sans savoir ce qui va nous tomber dessus dans la journée. Madame Untel, elle sera peut-être décédée dans le week-end, donc les enfants vont vouloir nous avoir au téléphone 5 minutes pour se rassurer, pour qu'on leur dise tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Dans un dossier de vente, puisque tu fais l'immobilier à l'étude, tout d'un coup, tu vas avoir tel problème dans le dossier. Dans un dossier, tu savais pas qu'il y avait, je sais pas, tel problème un sinistre dans ton appartement que tu vends qui vient d'arriver, un document que le syndic nous avait pas donné, qu'on découvre au dernier moment. Donc en fait, on a toutes nos journées, vraiment, je crois que c'est la vérité, hein, chaque jour, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en gros. Donc oui, forcément, notre agenda, il est tout le temps bousculé, en fait. Et donc ça peut donner cette impression de déborder, mais au contraire, on a beaucoup de missions à mener. Dans l'intérêt de nos clients, on les mène avec une équipe qui est pareil organisée, mais il y a peu de métiers, franchement, à ce point-là, où tous les jours, même si on sait qu'on va signer telle vente à telle heure le lendemain, il y a toujours des surprises. Et c'est peut-être cette impression-là, c'est peut-être cette raison qui donne cette impression de déborder pour les clients, je pense. Mais en réalité, c'est juste, on est très chargé, mais on est organisé et on gère les priorités tout le temps, je pense. Et voilà, c'était notre première vidéo longue sur YouTube. On espère que ça a apporté des premières réponses à vos questions sur notre travail, à nous, associés, notaires, mais aussi à toute notre équipe, nos collaborateurs derrière nous, qui travaillent avec nous. On vous propose une prochaine fois de continuer ces échanges. N'hésitez pas à nous poser de nouvelles questions sur les réseaux sociaux et sous nos vidéos. Et nous, on va reprendre le travail. Et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir, à bientôt.